Nos yeux sont nos lanternes et celui qui voit déjà d'un œil, c'est mieux que celui qui ne voit pas du tout, dit-on. Eh bien, nos yeux, des organes précieux qui nous guident aussi dans l'ombre que dans la lumière, et avoir ses yeux, c'est toujours bénéfique. Protéger les yeux, docteur Sepopo Prempeh, c'est très louable et c'est une recommandation forte que vous adressez souvent aux gens, aux patients. Vous êtes ophtalmologue, l'on l'aura compris, vous êtes le spécialiste du jour. Dans notre émission, nous vous recevons pour parler de l'intérêt de la prise en charge précoce des maux d'yeux, on va dire les vices de réfraction, comme vous les appelez. Merci d'accepter de nous recevoir malgré votre agenda. On sait combien vous êtes chargé, parce que je précise, vous êtes aussi le coordonnateur du programme national de santé oculaire. C'est vrai que ça ne vous laisse pas beaucoup de temps. Oui. Oui, merci, monsieur Kenanou. Merci pour l'occasion que vous nous permettez de nous exprimer un peu autour des yeux. Et comme vous l'avez dit, les yeux, c'est la porte ouverte de l'homme sur l'extérieur. Oui. La porte ouverte de l'homme sur l'extérieur. Nous allons voir un peu, quand on parle de vis de réfraction, on parle de maux d'yeux. Quelle est la situation, et surtout en milieu scolaire, chez les enfants, ce que l'on ne soupçonne pas et qui prédispose les enfants à des maladies quand on ne réagit pas comme il faut. Et vous nous direz assez là-dessus dans cette émission. Nous regardons cet élément et puis nous revenons. La myopie est un trouble de la vue qui se traduit par une vision floue de loin mais nette de près. Elle se corrige parfaitement à l'aide de lunettes ou par le port de lentilles. La myopie est de plus en plus fréquente chez l'enfant. Il existe des méthodes pour tenter de ralentir l'évolution de la myopie chez l'enfant. Il faut faire attention à l'usage des écrans, notamment les tablettes et les téléphones. L'utilisation d'écrans de près favorise l'accommodation et le développement de la myopie. Il faut également veiller à ce que l'enfant ait un éclairage suffisant lorsqu'il fait de la lecture ou qu'il fait ses devoirs. L'exposition à la lumière naturelle et le fait de pratiquer des activités sportives, que ce soit en intérieur ou en extérieur, permet également de ralentir la myopie. L'hypermétropie est un défaut visuel qui est le plus souvent causé par un œil trop court ou par une cornée trop plate. Une hypermétropie faible passe souvent inaperçue car elle est compensée par l'accommodation naturelle. Les signes d'une hypermétropie plus forte vont être une vision floue de près ou nette au prix d'efforts visuels. Ainsi, on peut remarquer des maux de tête en fin de journée ou une fatigue visuelle. L'hypermétropie va être facilement corrigée par le port de lunettes, soit des lunettes de repos, soit des lunettes de vue quand l'hypermétropie est plus forte. L'astigmatisme est le défaut visuel le plus fréquent après la myopie. Il peut être isolé ou associé à de l'hypermétropie ou à de la myopie. L'astigmatisme est généralement dû à un défaut de courbure ou à une irrégularité de la cornée. Une personne astigmate voit le contour des objets flous ou troubles, de loin comme de près. Elle a tendance à confondre certaines lettres ou certains chiffres semblables. Parfois, la sensibilité à la lumière, notamment lors de la conduite de nuit, peut être augmentée. L'astigmatisme, lorsqu'il n'est pas corrigé, peut entraîner une fatigue visuelle, voire des maux de tête. Il est facilement corrigé par le port de verres ou de lentilles toriques. La presbytie est une difficulté à voir net de près liée à l'évolution naturelle de l'œil avec l'âge. Avec l'âge, le cristallin perd une partie de son élasticité et de ses capacités d'accommodation. Ceci va entraîner des difficultés à la vision de près. La presbytie débute aux alentours de 40 ans et a tendance à se stabiliser vers 60 ans. La correction de la presbytie se fait de différentes manières. On peut soit choisir de porter des lunettes uniquement de près, pour la lecture par exemple, ou opter pour des verres progressifs qui corrigent à la fois la vision de loin et la vision de près. Ces verres seront à adapter tout au long de l'évolution de la presbytie, environ tous les 2 ans. Le LASIK est une technique de chirurgie réfractive, c'est-à-dire une chirurgie permettant de s'affranchir des lunettes. Le principe de la chirurgie est de corriger la myopie ou l'hypermétropie, l'astigmatisme ainsi que la presbytie. Avant toute chirurgie réfractive, comme le LASIK, un bilan préopératoire précis est réalisé par le chirurgien. Lors de toute consultation ophtalmologique, lorsqu'un patient souhaite savoir s'il est opérable, nous l'envoyons réaliser un bilan gratuit au centre de réfractive afin de savoir si sa cornée peut supporter le laser. Dans le cadre d'un LASIK, certains paramètres
de la cornée, certains paramètres de votre œil permettront ou ne permettront pas de faire ce type d'intervention. Eh bien, docteur Prempeh, c'est vrai, on va voir un peu la situation globale au niveau des problèmes d'yeux que les gens rencontrent le plus souvent, que ce soit chez les adultes, les enfants, mais surtout en milieu scolaire, et surtout ce que l'on ne fait pas et qui prédispose les enfants à des problèmes d'yeux beaucoup plus graves plus tard dans l'avenir, avec cet élément de la rédaction, et puis nous revenons. Ok. Docteur Sepopo, on a vu un peu la situation globale. Le plus souvent, les gens ont des problèmes d'yeux, ils ne le soupçonnent pas parce que on ne va pas voir le médecin habituellement. On ne se demande pas quand les yeux, ça fait gratter. Bon, tant que ça cesse, on continue son activité normalement. Il faut que ce soit véritablement grave pour que les gens puissent aller voir l'ophtalmo ou peut-être aller en milieu hospitalier. Alors, on parle de la réfraction, parce que c'est ça qui nous concerne. C'est quoi la réfraction elle-même d'abord? Ok. Bon, la réfraction d'un œil, c'est le positionnement de l'image d'un objet que nous voyons sur la rétine. C'est ça la réfraction d'un œil. Parce que quand on dit on voit, c'est que quelque chose que nous voyons émet de la lumière et le point de fixation de cette lumière est la rétine, plus précisément la macula de l'œil. C'est ça la bonne réfraction. La bonne réfraction, qu'est-ce qui va provoquer la réfraction? Parce qu'on dit dans le milieu, il faut provoquer la réfraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la réfraction, c'est la lumière. Comme je l'ai dit, l'objet que nous voyons émet la lumière. C'est ça. Donc, cette lumière, on va dire rayon lumineux, va être projetée sur les yeux. Ça va traverser ce que nous appelons les milieux transparents pour arriver maintenant au niveau de la rétine. Donc, c'est au niveau de cette rétine que les différents phénomènes vont des différents phénomènes physiologiques et physiochimiques vont se produire pour donner ce que nous appelons de l'influx nerveux qui va être envoyé au cerveau et va être traduit par l'image que nous voyons devant nous. Et donc, en ce moment, on a cette vision de la chose que nous avons vue. Et donc, ça veut dire que c'est tout un mécanisme, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a le reflet qui arrive, on prend, on envoie, ça travaille dans ce que la nature même a prévu dans notre tête, on va dire. Ça tourne, et le signal va au cerveau qui est en fait le centre de contrôle de tout l'organisme, et puis on a la vision finalement. Mais quand vous parlez de vis de réfraction, à quoi cela nous renvoie donc dans ce cas? Oui, les vis de réfraction, comme on l'a dit, il y a la réfraction. Donc, c'est les déviances, c'est à peu près ce qui n'est pas normal qui se produit dans la réfraction. Donc, une convergence d'image ou de lumière qui ne se fait pas sur la rétine est déclarée comme vice de réfraction. Que ce soit de loin ou de près, l'image d'un objet qui ne se positionne pas sur la rétine est appelée vice de réfraction. Donc on va dire tout défaut. Dans ce mécanisme que vous nous avez décrit là, tout défaut, toute erreur, dans cette bonne vision, on va l'appeler comme ça. C'est ça que vous appelez donc vice de réfraction. Alors, quand vous dites que ce soit de près ou de loin, ça nous renvoie forcément à plusieurs types ou bien plusieurs formes de vices de réfraction. Est-ce qu'on peut les connaître? Oui, les vices de réfraction, il y en a plusieurs. Et les plus fréquents que nous pouvons vous dire ici, il y a la myopie. C'est-à-dire la personne ne voit pas trop bien de loin et il voit plus en vision de près. Il y a l'hypermétropie qui est en quelque sorte une combinaison des deux types. Il ne voit pas trop bien de loin ni de près également.
Et il y a l'astigmatisme qui également combine un peu une anomalie de focalisation, mais qui peut être dans un sens ou dans un autre. Et puisque la vision, c'est plusieurs rayons qui arrivent et ces rayons sont positionnés verticalement, obliquement ou horizontalement. Donc, une peut, quand peut-être la verticalité n'est pas sur la rétine ou l'horizontalité n'est pas sur la rétine, etc., ça va constituer ce que nous appelons l'astigmatisme. Et puis nous avons le dernier, qui est la presbytie, et qui est beaucoup plus un problème lié à la diminution d'un phénomène physique et physiologique que nous avons, qui est l'accommodation. Ouais. L'accommodation, c'est ce qui nous permet de voir de près. Okay. Quand un enfant naît, il a son pouvoir accommodatif. Mais ça diminue au fur et à mesure que nous grandissons et à un moment donné, ça commence par devenir difficile la vision de près. Alors, est-ce qu'on peut dire finalement que ces vices, surtout le dernier dont vous avez parlé, cette accommodation, est-ce que finalement on va dire que tôt ou tard on y passera et que c'est normal? Oui, c'est l'évolution de l'homme. Et quand on est, on grandit, et au fur et à mesure qu'on grandit, il y a des besoins qui étaient là et qui vont s'exprimer. Donc c'est un peu, pour ce qui concerne la presbytie, tout homme qui voit normalement va passer par là. Mais par contre, peut-être quelqu'un qui est myope n'y arrivera pas parce que au fur et à mesure que ça l'accommodation diminue, bien sûr, mais comme il ne voit pas c'est une question de plus et de moins. Voilà. C'est une question de plus et de moins, et à un moment donné, ça se compense chez ces personnes-là. Alors, ça veut dire qu'on quitte, on va dire, ce qu'on est en train de peut-être gagner, on le perd quelque part, et finalement, tout va donc se tasser, converger vers le même point. Et en ce moment, ça veut dire que c'est le noir total, ce que vous dites là. Oui, la vision, ici, comment l'appelle-t-on? Les vis de réfraction, en réalité, n'entraînent pas un noir total, s'il n'y a pas d'autre problème. Okay. C'est-à-dire, la vision que vous avez aujourd'hui et qui constitue votre vis de réfraction, si vous le compensez, et même si vous enlevez votre compensation, c'est cette vision qui reste. D'accord. Mais par contre, le problème qui est là, c'est beaucoup plus lié quand est-ce qu'on le compense. Est-ce qu'on le compense très tôt? Et vu la gravité que cela peut avoir, ça peut entraîner des dommages qu'il faut qu'il est souvent peut-être tard de réparer. C'est vrai que pour y remédier, il faut s'y prendre tôt. C'est l'objectif de cette émission d'ailleurs, parce qu'on a dit la prise en charge précoce. On verra bien en quoi cela s'exprime concrètement. Et ce qu'il faut faire, c'est vrai qu'on voit un peu pratiquement qu'en réalité, quel que soit le vice, la cause va être pratiquement la même. Ou bien est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vont intervenir? Non, la cause c'est... Bon, il y a des facteurs de risque. Mais la cause, on va le dire, c'est une anomalie anatomique. Voilà. C'est-à-dire c'est un pouvoir réfractif qui est peut-être inférieur ou supérieur à la longueur de l'œil, ou une longueur de l'œil qui est peut-être inférieure ou supérieure au pouvoir réfractif. C'est ça la cause. Maintenant, un parent qui est myope,
c'est possible ou bien c'est plus... son enfant est en plus en quoi là est plus susceptible d'être myope également. Voilà. Et sa myopie peut être plus grave que celui dont le parent n'est pas myope. Maintenant, il y a aussi les dispositions environnementales. Au jour d'aujourd'hui, le travail en vase clos, à l'intérieur, le travail de près nous augmente ces genres de vices de réfraction, surtout la myopie. Les constructions, les différentes constructions que nous avons, surtout dans les pays développés au jour d'aujourd'hui, qui barrent la vision de loin, entraînent souvent le développement ou la croissance de ces vices de réfraction dans la communauté. Alors ça veut dire que l'idéal normalement c'est que l'œil puisse disposer d'un champ large à tout moment. Oui, on a dit le développement de l'œil à la naissance, l'œil n'est pas totalement développé. Oui. Et donc il faut le facteur premier qui entraîne ce développement, c'est la lumière. C'est ça. Et la vision que l'enfant a de son environnement. Voilà. Et quand dans le processus même de reconnaissance d'un objet, et le cerveau n'est pas déjà préparé à ça. C'est pas qu'il est. C'est quand la personne a le temps, il voit, il revoit. C'est là que cette image-là est ancrée dans le cerveau et où quand l'influx arrive, il l'interprète avec l'image qu'il avait antérieurement. Donc c'est tout un processus. Ça veut dire qu'il faut mettre tout ce qui est naturel, qui est là, en place pour que la personne puisse bien voir. Et avoir cette vision large, comme on dit. Donc l'idéal, c'est de permettre aux gens d'avoir une vision large. De loin comme de près. Et très bien. Voilà. Et en ce moment-là, on aura donc permis à ce que la personne puisse fixer une panoplie d'images naturelles qui sont là et le cerveau donc va les enregistrer. Et au moment où l'influx arrive, le cerveau dit « Ah, ce que tu vois, c'est tel et tel. » Donc voilà. Et ce que vous dites aujourd'hui, les facteurs, c'est ça, plus on empêche cette, on va dire, largesse du champ de l'enfant, on réduit quelque part donc son champ visuel, son pouvoir réfractif en quelque sorte. Oui, au fait, comme vous l'avez expliqué, c'est bien. Ça dit, ce qu'on nous demande maintenant, c'est de faire en sorte qu'il y ait les deux possibilités. Oui. La vision de loin, le plus large possible, la vision de près et les intermédiaires. Plus on se consacre sur une des visions, empêche l'autre vision de bien se développer. Voilà. Et donc, dans tout cela, c'est l'équilibre qu'il faut chercher finalement. Et faire en sorte qu'on dispose de plus large de champs, on aura compris. Mais aujourd'hui, ces vices dont vous parlez, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on en parle, mais en même temps, quelle est leur ampleur en termes de santé publique aujourd'hui, que ce soit en Afrique, au Togo ou dans le monde? À quoi assiste-t-on? Parce qu'on voit beaucoup de gens, de plus en plus, qui ont recours au verre correcteur. Oui, oui, les gens de plus en plus font de plus en plus recours au verre correcteur. C'est normal. Je vous ai expliqué ce que c'est que la presbytie. Oui. C'est quelque chose qui va arriver, qu'on le veuille ou non. Ou non, plus son plan de l'âge. Plus son plan de l'âge, ça va arriver. Donc, ça autre, c'est quelque chose qui est mondial. Mais par contre, quand on prend ce qu'on appelle les vices de réfraction, myopie, hypermétropie, astigmatisme, ça va accroissant. Surtout avec ce qu'on a déjà expliqué, où le travail de près est devenu la préoccupation première des enfants qui sont sur les smartphones, etc. Je ne dis pas que c'est ça le smartphone qui donne ça, mais c'est juste parce que on est plus
on privilégie plus une vision que l'autre. Donc, ça fait que ce phénomène n'est pas encore très visible chez nous en Afrique, mais il faut aller vers dans les pays occidentaux, surtout vers les pays asiatiques, la Chine, pour avoir ce qu'on appelle actuellement l'épidémie de la myopie qui est en train de s'installer dans ces pays, où on est amené même pour pallier à ça, à voir comment est-ce qu'on doit avoir une obligation pour les élèves, par exemple, de travailler en plein air. C'est-à-dire on oblige l'enseignement à accorder un temps de plein air pour que les élèves puissent développer leur... Décongestionner, on va dire, cette vision cloîtrée où on est dans un petit champ avec son smartphone ou bien le petit écran. Comme vous le dites, de toute façon, c'est un phénomène qui va galopant. Ça gagne le terrain. Et quand vous voyez, c'est vrai, les images habituellement en Chine, vous voyez, on aurait dit que presque tout le monde porte des verres. Des plus jeunes aux plus vieux. Ça illustre ce que vous dites. Et je pense que c'est là où l'intérêt de notre émission se fait beaucoup plus disons, pertinent et se fait voir. C'est que ce que vous dites là, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, il faut que l'on ait cela à l'esprit et qu'on prenne des dispositions beaucoup plus tôt. Oui, donc il faut, comme on dit, l'ampleur elle va croissant et il n'est pas prêt de reculer si un certain nombre de gestes n'est fait tant sur le plan individuel que collectif. Et ça doit être fait précocement, comme vous l'avez recommandé et dit, et à plusieurs niveaux, tant sur le plan de la promotion de la santé oculaire, tant sur le plan prévention en termes de santé oculaire, tant sur le plan prise en charge et plus tard par la réadaptation au cas où on en arrive à ce que on n'a plus grand-chose à faire. Donc quand je pense sur le plan promotion, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est de communiquer, c'est de faire en sorte que les gens prennent conscience que quelque part, ils peuvent avoir des problèmes de vision. Et donc, ils doivent pouvoir consulter le personnel agréé pour déceler très tôt des problèmes de vision et apporter la correction qu'il faut. Sur le plan de la prévention, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir concilier les deux visions. La vision de l'un, la vision de près. Et surtout pour des enfants, surtout dans le cas des enfants qui ont déjà des parents qui portent des verres. Bon, des verres pas forcément pour la lecture, c'est surtout les verres et pour la vision de loin. Ces parents qui sont dans ces cas, leurs enfants doivent pouvoir concilier les deux visions, la vision de loin, la vision de près, pour stimuler au mieux la vision normale, pour qu'ils aient plus de vision normale. Donc, c'est un peu ça, c'est dans la prévention. Il y a les aliments aussi riches en vitamine A qu'il faut promouvoir dans la bonne vision. Et donc, la prise en charge, comme je l'ai dit, c'est d'aller très tôt voir les spécialistes pour qu'ils détectent très tôt les problèmes de vision que l'enfant a. Comme on l'a dit tantôt, il y a des enfants qui présentent des problèmes de vices de réfraction et d'autres problèmes aussi qui, non détectés tôt et corrigés très tôt, peuvent empêcher la lumière de rentrer dans l'œil. Comme on l'a dit, la maturation de l'œil dépend de la lumière qui rentre dans l'œil. Et donc, si ces affections, que ce soit les vices de réfraction ou autres affections qui obstruent l'entrée de la lumière dans l'œil, n'est détectée tôt et corrigée,
ça peut entraîner ce que nous appelons la paresse visuelle. Et ça aussi, c'est-à-dire que ce que vous dites là, ça souligne un autre aspect de la question, c'est que justement, quand on va procéder à une prise en charge précoce, ça permet aussi donc de déceler d'autres problèmes cachés peut-être que l'on n'aurait pas soupçonnés et qui peuvent être des problèmes graves demain. On aura compris ce point, on marque une pause et puis on va revenir pour voir un peu si les populations, sinon l'opinion, est réellement sensibilisée sur les problèmes de vision de manière globale. Est-ce que les gens font attention à leurs yeux? Voilà donc la question qu'on va poser et puis nous allons revenir. Okay. Dans les rues de Lomé, il n'est pas rare de voir les lunettes médicales étalées par les vendeurs ambulants au profit des passants ou des intéressés. Ces derniers se font plaisir en achetant ces verres médicaux en pleine rue avec l'intention d'améliorer leur santé visuelle. Cependant, l'on doit comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de porter ces lunettes juste pour le luxe, mais en même temps pour une meilleure vision. Je suppose que les verres que les gens achètent dans la rue viennent de grossistes étrangers. Bien évidemment, puisque nous n'avons pas d'usine de fabrication au Togo, donc proviennent sûrement de la Chine, du Nigeria ou de contrées où les verres sont fabriqués en masse et sans grande précision, je suppose. Oui, bien évidemment, il y a des risques parce que, comme vous le dites, nous parlons de verres médicaux. Donc ce sont des verres qui ont pour but de corriger la vue. Ce sont un peu comme des médicaments. Donc lorsque vous allez acheter un médicament dans la rue, vous achetez peut-être un bon médicament, mais vous ne soignez pas forcément le mal dont vous souffrez. Les verres que vous achetez dans la rue sont des verres qui sont souvent achetés sans ordonnance médicale. Donc vous prenez une paire de lunettes qui ne correspond pas forcément à votre défaut visuel. Donc au lieu de vous corriger la vue dans ce cas, vous êtes en train d'aggraver votre défaut visuel. Il est donc très important, lorsqu'on souffre de maux d'yeux, de consulter un médecin et avec cette ordonnance de se faire un équipement personnalisé qui correspond parfaitement aux maux dont on souffre et qui sera donc à même de pouvoir nous corriger. La correction de la vision est un acte médical puisqu'elle exige certaines normes que les acheteurs de verres médicaux devraient respecter. Alors c'est vrai que ce phénomène prend de l'ampleur parce que économiquement parlant, c'est toujours un peu difficile dans nos pays, mais la vue c'est la vie. Nous parlons de santé visuelle, nous parlons de correction visuelle. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faudrait vraiment que les populations soient sensibilisées sur ce fléau pour dire que à chaque paire de lunettes correspond un défaut, correspond une personne. En fait, la paire de lunettes est un objet qui ne se passe pas, qui ne se prête pas. C'est un médicament qui correspond à un besoin bien particulier. Donc je déconseille fortement aux personnes d'acheter ces lunettes dans la rue parce qu'au lieu d'améliorer leur vue, elles ne feront qu'aggraver le défaut visuel. Il est donc recommandé à toute personne souffrant des maux d'yeux de consulter un médecin le plus tôt possible. Retour donc à notre invité, le docteur Sepopo Prempeh. Il est ophtalmologue, j'y arrive, et coordonnateur du programme national de la santé oculaire. Alors, docteur Prempeh, nous avons vu un peu les populations habituellement, c'est que les gens vaquent à leurs occupations quand le problème n'est pas très grave et que la vision ne commence pas à être vraiment restreinte. Je vais utiliser le mot là. On ne s'inquiète de rien, on court comme ça. Est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que de plus en plus, ce dont nous parlons, les gens sont conscients que réduire son champ de vision en étant sur de petits espaces est un problème réel? Je veux parler des environnements numériques que nous avons, les smartphones, les tablettes. On est scotché sur l'ordinateur à longueur de journée. Est-ce que les gens sont réellement conscients que c'est des risques? Être conscient, je ne le pense pas. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus un problème de communication, de sensibilisation que nous devons faire à l'endroit de la population pour qu'ils prennent conscience d'abord de leurs yeux. Et les 2 dernières années ou 3 dernières années, le thème de la célébration de la journée mondiale de la vue a tourné autour de ça, aimer ses yeux, et qu'il y ait une sensibilisation envers tout un chacun d'entre nous
pour prendre conscience de ses yeux et en faire vraiment un objet l'objet de préoccupation de chaque jour. Donc, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait de la communication. Et donc, j'invite même les médias à s'y intéresser et à faire appel aux spécialistes pour qu'on communique un peu plus autour de cette thématique qui échappe, et on va le dire, à la connaissance de nos populations. Oui, c'est vrai que l'opinion publique, généralement, ne fait pas attention que les yeux, quand bien même ça se dit souvent dans la bouche, les yeux, c'est ce qu'il y a de plus précieux, on le dit, alors que derrière, on ne sait pas que le moindre risque, en réalité, pour les yeux, c'est une fermeture totale sur le monde, parce que vous avez dit, c'est l'ouverture sur le monde, et quand on n'a pas ses yeux, on n'a plus cette ouverture-là. Mais je veux parler du monde des apprenants, les tout petits, en réalité, aujourd'hui, où on donne des tablettes, justement, des environnements numériques pour que les enfants puissent jouer. Et vous voyez des enfants sur des games toute la journée. Quels sont pour ceux-là les vrais risques aujourd'hui? Oui, les vrais risques, c'est, comme on l'a dit, c'est de développer ce que nous appelons les vices de réfraction. Non seulement ça révèle les vices de réfraction, c'est de l'entretenir, puisque l'enfant, comme on l'a dit, travaille juste avec une vision qui est la vision de près. Et il n'explore pas tellement la vision de loin. Et donc, cette maturation qui doit être faite pour la vision de loin et la vision de près ne se fait pas normalement, et donc peut entraîner des défauts visuels qui peuvent aller en croissant. Et donc ça veut dire que déjà on va créer les problèmes de vision, ces vices-là, et le fait de s'éterniser là-dessus, on les entretient. Oui. Au lieu que normalement, si on ne le faisait pas, on ne les avait pas, et ensuite on les entretenait pas. Et donc plus en fait on s'éternise dessus, c'est qu'on est en train de cultiver le mal. Et que peut-être au grand jour, quand on grandira avec, on va avoir de sérieux problèmes. C'est vrai que quand on porte les verres correcteurs, parfois, c'est luxueux pour certains, donc on ne s'embarrasse pas, mais il vaut mieux avoir sa vision jusqu'au terme de ce que la nature a prévu, parce que vous avez dit, plus on grandit, on a un problème quand même qui est naturel, qui va avec les yeux. On gagne plus à protéger ses yeux et à explorer tous les types de vision, de près ou de loin, comme vous l'avez dit. Alors, comment peut-on identifier pour le commun des mortels les vices de réfraction? Je suis là comme ça. Comment est-ce que je peux savoir que, il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me permet de me distinguer? Il y a des signes, il y a des manifestations qui peuvent me réveiller. Oui, pour répondre à cette question, il faut qu'on voit les choses par âge. Pour ce qui concerne un enfant qui vient de naître, qui ne parle pas, c'est beaucoup plus les parents qui vont remarquer certains signes qui montrent que cet enfant peut-être ne voit pas. Un enfant qui voit bien tout ce qui l'entoure, les merveilles, surtout les choses qui sont de couleurs éclatantes, les merveilles. Et là, cet enfant a tendance à aller vers ces choses-là et à les prendre, à les amener vers lui, à s'amuser avec ça et à mettre ça même dans la bouche. Donc cet enfant qui ne le fait pas, ça doit nous alerter. Cet enfant qui, des fois, amène sa main chaque fois vers l'œil, ça doit nous interpeller. Maintenant, il y a des signes directs où on voit une blancheur au niveau de l'œil et on voit une rougeur au niveau de l'œil qui peuvent nous amener à aller vers les structures de sein pour chercher à voir qu'est-ce qui se passe au niveau de mon enfant. Maintenant, l'enfant qui est scolarisé, c'est-à-dire qui peut parler,
c'est beaucoup plus des signes directs comme indirects. Direct, c'est-à-dire l'enfant même vous dit « je ne vois pas bien ». Ou bien l'enfant, il lit certaines lettres à la place d'un autre, et il approche le cahier pour mieux voir ce qui est écrit, ou bien se rapproche du tableau pour mieux voir, ou copie ce que l'autre est en train de copier. C'est-à-dire, l'enfant à l'école, au lieu de copier ce qui est écrit au tableau, il veut regarder chez son camarade pour pouvoir copier ce que lui, il est en train de copier, parce qu'il ne voit pas bien de loin. Et des signes indirects, c'est les mots de tête que l'enfant va signaler peut-être toute la journée, ou bien peut-être vers midi comme ça, il signale des mots de tête. Donc ou bien l'enfant n'est pas attentionné par rapport à ce qu'il est en train de faire, en train de lire, ou bien un enfant qui a des échecs scolaires. Ça doit nous interpeller pour voir qu'est-ce qui ne va pas. À propos des signes directs également, il y a aussi la déviation de la vision de l'œil de l'enfant qui doit également nous interpeller pour ces âges-là. Maintenant, pour chez l'adulte, c'est-à-dire un adulte, c'est la même chose. Il signale qu'il ne voit pas bien. Qui voit flou, qui voit du brouillard devant lui. Donc, c'est tous ces signes-là qui peuvent alerter à rechercher les problèmes de la vie. Et pour nous, donc, parents, quand on a des enfants, c'est de beaucoup les observer, avoir l'œil sur l'enfant et essayer de voir si l'enfant effectivement est intéressé par ce qui l'entoure, est-ce qu'il voit, il essaye d'identifier, est-ce qu'il essaye d'amener les choses vers soi, et le reste, vous l'avez dit, à chaque fois qu'on a quand même quelque chose qui nous empêche d'avoir notre confort visuel, où en réalité, on est libre, on ne se gêne pas avant de regarder, d'identifier, on va bien. Mais la moindre alerte, c'est-à-dire, c'est l'un de ces éléments que vous avez signalé, nous arrive, ne pas du tout attendre, c'est ce que vous dites. Oui. Il faut consulter, il faut chercher à voir un spécialiste. Très rapidement. Qui doit vous écouter. Il y a aussi ça. Il faut que le spécialiste vous écoute vraiment et passe aux explorations nécessaires pour découvrir. C'est-à-dire, je viens vous voir en tant qu'ophtalmologue, docteur Prempeh. Docteur Prempeh, voilà, depuis quelque temps, mes yeux me grattent. Depuis quelque temps, c'est comme s'il y a un brouillard devant moi. Ou alors, depuis quelque temps, mon enfant signale des maux de tête, souvent à la mi-journée. Il se plaint de ne pas bien voir. Même pour copier, il est obligé de se rapprocher du tableau. Ou alors, il rapproche le cahier. Il cherche, on me dit qu'à l'école, il triche beaucoup. Il cherche à copier chez les autres. Alors, le petit enfant, mon fils qui vient de naître, enfin, le bébé qui vient de naître, j'ai l'impression qu'il ne regarde que dans un point. Enfin, il ne clignote pas les yeux. Il y a tout ça qu'on vient vous raconter. Et en ce moment, vous posez peut-être des questions. Est-ce qu'au-delà de ça, est-ce qu'il y a autre chose comme ceci, comme ceci? Et maintenant, vous passez à l'exploration, comme vous l'avez dit. Et là, l'exploration, c'est quoi concrètement? Oui, l'exploration de la vision, c'est d'abord l'analyse visuelle, les mouvements de l'œil. Est-ce que ça clignote? Est-ce que le regard, dans les différents cadrans, dans les différents sens, et son direction plutôt, et sont normaux? Est-ce que ces mouvements-là sont normaux? Est-ce que les yeux se suivent dans les différentes directions? On finit ça, et après il y a ce que nous appelons l'examen à la lampe à fente. Et donc c'est une lampe à fente qui nous permet d'examiner l'œil. Quand on finit d'examiner l'œil, il y a ce qu'on appelle l'acuité visuelle. On peut le faire chez les enfants, il y a des techniques pour le faire chez les enfants.
Et chez les adultes, il y a l'échelle même d'acuité visuelle pour évaluer la vision de l'enfant. Et après, on peut passer aux éléments objectifs. Et objectifs pour détecter les vices de réfraction. Oui. Il y a l'autoref, le skiascope et autres pour détecter les vices de réfraction. Et à la fin, on passe à ce qu'on appelle la réfraction subjective pour pouvoir voir quel est le numéro de puissance de verre adapté à la vision pour compenser la vision de l'enfant ou de l'adulte que nous avons devant. Docteur, c'est vrai que vous l'avez dit, on va passer donc à la vision subjective, on va déterminer le numéro qui va correspondre, et c'est ce que vous faites, on le voit dans les images, on met les choses, les verres, le dispositif, voilà, et puis on enlève et on finit, on dit, pour votre problème, voilà, donc on va vous prescrire tel verre. Et ça, voilà ce qui concerne la prise en charge en réalité. Et donc, tout ce que nous venons de dire là, c'est ça justement, cette prise en charge précoce dont nous parlons. C'est-à-dire, au moindre signe, l'on est venu vous voir. On a signalé. Quand on a fini de signaler, vous vous êtes rendu disponible, vous avez écouté, vous avez posé des questions supplémentaires. Ensuite, vous avez fait votre exploration, vous avez cherché, vous avez fouillé. Vous avez regardé dans les recoins, vous avez fait tous les croisements possibles pour voir si en réalité ce n'est pas peut-être une suggestion de quelque chose d'autre. Et vous finissez, vous dites, voilà, on vous prescrit des verres correcteurs. Donc, on va chercher à accommoder la vision à la personne. Si tout cela n'est pas fait, quelles sont les complications auxquelles on peut s'exposer quand on ne fait pas tout cela? Oui, on s'expose à des complications de gravité selon la gravité et la précocité de l'affection. Voilà. Parce que, on l'a dit tantôt, la vision, la maturation de la vision, c'est la lumière. Et cette lumière ne peut être bonne que quand il y a une bonne stimulation. Ça entraîne une bonne stimulation. Donc, des vices de réfraction qui sont de gravité, qui sont très graves, ou bien où il faut compenser avec de fortes puissances, qui ne sont pas corrigées très tôt, limitent la quantité de lumière qui rentre dans l'œil, et donc la maturation de cet œil-là, la maturation de la vision, au fait. Donc, du coup, si on ne le corrige pas tôt, souvent dans les 6 ans d'intervalle, ça entraîne ce que nous appelons l'amblyopie. L'amblyopie, c'est un œil paresseux. Un œil paresseux. Ça veut dire que quel que soit ce que nous lui apportons après pour corriger cette vision, il ne prendra pas. Il ne va plus réagir. C'est-à-dire qu'il s'est totalement atrophié, c'est-à-dire qu'éteint, voilà, il est comme ça, il ne bouge pas en termes de fonctionnalité. Oui, de fonctionnalité. C'est pas un œil qui est réactif. Oui. Donc c'est un peu la complication majeure que nous évitons en voulant corriger très tôt, surtout quand c'est des cas de comment l'appelle-t-on, de forte myopie, de fort astigmatisme, il faut pouvoir le prendre en charge très tôt pour aider à la maturation de l'œil, pour que ça n'arrive pas à cet état où l'œil devient paresseux et donc on rentre dans ce qu'on appelle une basse vision. C'est-à-dire que quels que soient les outils qu'on lui apporte, ça n'arrive pas plus à excéder un certain niveau d'acuité visuelle. Alors, c'est-à-dire que cet œil-là a atteint son seuil et s'est arrêté là. On ne peut plus le relever outre le niveau où il s'est arrêté. Alors, c'est vrai que la prise en charge précoce dont vous parlez permet aussi de déceler d'autres affections qui impactent nos yeux, telles que les affections chroniques. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? Un diabétique, il a plus intérêt à consulter tôt. Et parfois, s'il ne le sait pas, les consultations, donc, chez vous, peuvent lui
permettre de savoir, ah, votre problème, c'est ailleurs. Oui, oui. Donc, comme toute consultation, et pour une affection donnée, on peut retrouver d'autres affections qui peuvent être des affections oculaires et peut-être même d'autres affections qui sont des affections générales ou loco-régionales. Et donc, c'est un peu l'intérêt de la précocité, d'aller vers un spécialiste pour toute affection oculaire ou tout ressenti oculaire que vous pouvez avoir. C'est vrai qu'on aura beau continuer donc à échanger, docteur Prépé, le temps ne nous suffirait jamais, parce que ça reste quand même un sujet très vaste et d'actualité, mais nous aurons l'occasion de revenir dans d'autres émissions, sinon dans cette émission-ci, là, les spécialistes vous parlent pour explorer d'autres problèmes, d'autres affections qui portent atteinte à nos yeux et voir un peu ce que l'on peut dire. Mais aujourd'hui, s'il faut finir cette émission, quel serait votre message à l'endroit de tous? Parce que vous avez dit qu'il y a la partie donc promotion de la santé visuelle, vous avez la prévention, on a la prise en charge, mais aussi donc on a ce que vous avez dit, tout ce qui est, on va dire, les autres éléments que vous avez cités. Et je suis pas le spécialiste. Quel est votre message aujourd'hui à l'endroit de ceux qui nous regardent? Oui, pour mon message, je vais juste peut-être répéter ce qu'on a peut-être répété durant les 3 années passées, c'est d'aimer nos yeux. Aimons nos yeux en prenant soin de ces yeux. Aimons nos yeux en consultant un spécialiste dès qu'on a un problème visuel. Aimons nos yeux en faisant un check-in par moment et en évitant certaines actions à risque que nous pouvons avoir dans notre vie. Pour les enfants surtout, et aimons également les yeux de nos enfants en faisant une consultation peut-être avant que l'enfant aille à l'école, ou à la naissance, pourquoi pas avoir un ophtalmologiste pédiatre pour voir est-ce que tout va bien. Et dès qu'on décèle quelque chose chez notre enfant, pourquoi pas, il faut toujours aller vers le spécialiste pour qu'il nous dise que tout va bien ou il y a quelque chose, mais qu'on peut le corriger très tôt. Docteur Sepopo Prempeh, vous êtes ophtalmologue, vous êtes donc le coordonnateur du programme national de santé oculaire. Merci d'avoir accepté donc nous recevoir et nous parler justement de nos problèmes d'yeux. Vous avez bien conclu en disant aimons nos yeux et pour tout le monde aimons nos yeux. Aimons les yeux de nos enfants aussi. Vous l'avez dit, nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Merci de votre disponibilité. Chers téléspectateurs, aimons nos yeux, le docteur l'a dit. Aimons nos yeux pour ce que nos yeux nous apportent et représentent pour nous, que nos yeux soient notre première préoccupation, car c'est notre ouverture sur le monde. Aimons nos yeux encore, aimons nos yeux et évitons les chocs sur nos yeux. À très bientôt pour un prochain numéro de votre émission Les spécialistes vous parlent.